Regarde l'horizon de n'importe quelle grande ville américaine ou le centre de n'importe quelle zone rurale et tu verras l'architecture de la permanence, des façades en pierre massive, des clochers imposants, des campus modernes tentaculaires. Le public est conditionné à voir ces structures comme des entités fixes, immunisées contre l'attraction gravitationnelle de l'économie de marché. Mais une institution n'est pas un bâtiment. C'est une chaîne d'approvisionnement. Elle nécessite un afflux constant et prévisible de matières premières, de traitement et de production. Elle a besoin d'usines pour façonner la prochaine génération de dirigeants. Et en ce moment, les usines s'éteignent. Selon une vaste étude de 2017, publiée par le groupe Barna, l'Église américaine est assise sur une bombe à retardement démographique. En 1992, l'âge médian d'un membre du clergé protestant aux États-Unis était de 44 ans. Aujourd'hui, cet âge moyen a grimpé à 54 ans. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, tu dois examiner les extrêmes des données. Au cours des 3 dernières décennies, le pourcentage de dirigeants institutionnels âgés de 65 ans et plus a presque triplé. Il y a maintenant plus de pasteurs principaux à temps plein de plus de 65 ans qu'il n'y en a de moins de 40 ans. Ce n'est pas une transition spirituelle, c'est une catastrophe au niveau des ressources humaines. La main-d'œuvre vieillit physiquement et les remplaçants n'existent tout simplement pas. Les données de la division nord-américaine des Adventistes du 7e jour révèlent que sur leurs 4300 pasteurs actuels, environ 2500 atteindront l'âge de la retraite d'ici les 10 prochaines années. L'Église luthérienne du Synode du Missouri prévoit qu'au cours des 15 prochaines années, leur nombre de ministres ordonnés pourrait chuter de 50%, s'effondrant de près de 6 000 à 3 000. Déjà, près de 20% de leurs congrégations sont totalement vacantes. Les masses qui défilent sur les bancs chaque week-end supposent que le système va pourvoir à leurs besoins. Ils supposent que lorsque le dirigeant actuel prendra sa retraite, un remplaçant plus jeune et très instruit viendra combler le vide sans accroc pour maintenir la continuité de la marque. Mais les données révèlent une asymétrie terrifiante. Pour comprendre l'effondrement, nous devons examiner l'atelier de fabrication. Pendant des décennies, la référence absolue de la formation pastorale a été le master en théologie, un programme de cycle supérieur éprouvant de 3 ans requis pour l'ordination dans la plupart des confessions traditionnelles. Mais selon l'Association des écoles de théologie, ou ATS, le principal organisme d'accréditation des séminaires en Amérique du Nord, ce marché s'est effondré. Le pic des inscriptions pour le master en théologie s'est produit en 2006, avec un peu moins de 35 000 étudiants dans tout le pays. En 2017, ce nombre s'était contracté à environ 28 400. Les projections les plus récentes de l'ATS pour l'automne 2022 montrent que les inscriptions stagnent à 28 000, ce qui représente une baisse de 9% depuis seulement 2018. Il y a une décennie, les étudiants en master de théologie représentaient 43% de l'ensemble des inscriptions en théologie. Aujourd'hui, ils ne comptent que pour 35%. L'implosion est la plus visible au sein des traditions protestantes historiques. Les données de l'ATS sur la période allant de 2000 à 2020 révèlent une baisse dévastatrice de 47% des inscriptions dans les confessions historiques, plongeant de plus de 9 000 étudiants à moins de 5 000. L'Église presbytérienne des États-Unis et les églises baptistes américaines ont toutes deux vu leurs inscriptions s'effondrer de plus de 58% dans cette même fenêtre de 20 ans. Lorsque l'approvisionnement en matières premières disparaît, les usines de traitement ne peuvent plus couvrir leurs frais fixes. L'architecture physique de la formation est actuellement en cours de liquidation. Prends l'exemple du séminaire du Christ Roi à Buffalo, dans l'État de New York. Fondé au 19e siècle, il opérait sur un campus tentaculaire conçu pour former des générations de prêtres catholiques. Mais en 2019, le séminaire fonctionnait à environ 10% de sa capacité. Il a déclaré un effectif total de seulement 55 étudiants, avec seulement 26 hommes se préparant réellement à la prêtrise. Avec un déficit d'exploitation annuel persistant dépassant les $500 000, les mathématiques institutionnelles se sont effondrées. En 2020, le diocèse a voté pour fermer l'usine. Début 2025, l'architecture massive et vacante de l'ancien séminaire a été mise aux enchères par le tribunal des faillites, vendue pour $4 200 000 à une organisation complètement différente. Ce n'est pas un événement isolé, c'est une rétraction systémique. En 2016, le Golden Gate Baptist Theological Seminary a définitivement fermé les portes de son campus principal en Californie.
Au Texas, l'université Hardin Simmons a voté pour fermer complètement le séminaire de Loxton en raison de la baisse des inscriptions et de la diminution des financements. Le 1er juillet 2024, le séminaire théologique historique de New York à Manhattan, fondé il y a plus d'un siècle, a officiellement fermé ses portes. L'empreinte globale de l'enseignement théologique rétrécit. Les actifs physiques sont liquidés. La raison de cette spirale mortelle structurelle devient d'une évidence aveuglante quand tu pratiques l'autopsie financière des étudiants eux-mêmes. Nous sommes conditionnés à voir le leadership religieux à travers le prisme de la vocation et du sacrifice, mais le système opère dans une économie de marché impitoyable. Devenir pasteur exige un investissement en capital massif, au départ généralement financé par des prêts étudiants fédéraux, et le retour sur cet investissement est mathématiquement non viable. Selon des recherches de l'Association des écoles de théologie et de la Fondation Lilly, le fardeau économique imposé aux futurs ministres a atteint des niveaux critiques. En 2020, l'ATS a rapporté que la dette étudiante moyenne contractée juste pendant le séminaire était de 33 537 $. Quand tu combines cela avec les prêts universitaires de premier cycle, les emprunteurs apportent une moyenne estimée de 37 300 $ de dettes étudiantes préexistantes avec eux au moment même où ils franchissent les portes du séminaire. Au total, un pourcentage significatif de diplômés sortent de ces usines, emportant 50 000 à 60 000 $ de dettes cumulées. Ce poids financier expose de profondes fractures sociologiques. Selon un rapport de 2021 de l'ATS sur la dette des étudiants noirs, 65% des diplômés noirs quittent le séminaire avec une dette étudiante, contre 39% au total. De plus, les emprunteurs noirs obtiennent leur diplôme avec une dette moyenne de 42 500 $, soit environ 10 000 $ de plus que la moyenne générale. Une étude antérieure de l'ATS a révélé que 82% des étudiants noirs non hispaniques ont contracté de nouvelles dettes étudiantes pendant leur formation théologique, avec des moyennes grimpant au-delà de 46 000 $. Les étudiantes sont également statistiquement plus susceptibles d'emprunter que leurs homologues masculins, contractant des montants de prêts moyens nettement plus élevés. Dans une chaîne d'approvisionnement d'entreprises fonctionnelles, une dette étudiante élevée est compensée par des salaires de départ élevés. Les étudiants en droit et en médecine s'endettent lourdement car le marché les récompense à l'obtention du diplôme. L'Église ne le fait pas. Selon des données agrégeant les salaires aux États-Unis, un pasteur débutant avec moins de 3 ans d'expérience peut s'attendre à un salaire de départ d'environ 35 200 $. Même en progressant, un pasteur de niveau intermédiaire gagne en moyenne 42 350 $. Le Bureau des statistiques du travail note que 50% des pasteurs gagnent moins de 49 720 $ par an et les 10% les moins bien payés gagnent moins de 30 450 $. Une résolution mémorielle rédigée par l'Église évangélique luthérienne d'Amérique en 2019 a brutalement souligné la crise, déclarant que moins de 10% des diplômés recevaient une aide confessionnelle pour le remboursement de leurs prêts, tandis que 70% de leurs diplômés touchent des salaires de départ inférieurs à 30 000 $. La réalité économique est absolue. Entrer dans le ministère pastoral provoque une baisse immédiate et durable des salaires. Les planificateurs financiers qui analysent ce secteur ont noté que le ratio dette sur revenu de la plupart des ministres est pire que de 1 pour 1 au moment où ils obtiennent leur diplôme. La chaîne d'approvisionnement s'effondre, car le modèle économique est un piège. Les usines facturent au prix fort un diplôme qui oriente le diplômé vers un rôle institutionnel mal payé et extrêmement exigeant. Le simple volume de la dette agit en fait comme un moyen de dissuasion, dissuadant la prochaine génération d'entrer un jour dans le circuit. Quand les usines ferment et que les matières premières refusent d'entrer dans un système mathématiquement brisé, la dernière étape est la mort lente des points de vente. Regarde les chiffres de production. En 2013, l'Église unie du Christ a ordonné 177 nouveaux ministres. Une décennie plus tard, en 2023, ce nombre a chuté à 80. C'est une baisse de 55% des ordinations en seulement 10 ans. Les sociologues qui projettent cette tendance notent que d'ici 5 à 7 ans, il y aura plus de ministres à la retraite dans cette dénomination que de ministres actifs. L'Église presbytérienne d'Amérique a récemment estimé qu'ils ont besoin de 220 nouveaux ministres par an juste pour atteindre leurs objectifs de base actuels.
Mais la production combinée de tous leurs séminaires réformés affiliés, au cours d'une année récente, n'était que d'environ 180 diplômés. Les chiffres se vident de leur sang. Ils ne produisent tout simplement pas assez d'unités pour remplacer les unités qui expirent. Il y a aussi une profonde déconnexion spatiale entre les dirigeants qui obtiennent leur diplôme et les bâtiments qui en ont besoin. Une étude de 2021 du département de sociologie de l'université Duke a mis à nu l'inadéquation structurelle de la congrégation américaine. Les données montrent que la grande majorité des séminaristes proviennent de grandes églises bien financées, mais la grande majorité des emplois disponibles se trouvent dans de petites églises en difficulté. 70% de l'ensemble du personnel pastoral à temps plein sont employés par des congrégations de moins de 360 personnes. Ces petits avant-postes, les chapelles rurales et les sanctuaires de banlieue vieillissants ont un budget de fonctionnement annuel moyen de seulement 200 000 à 250 000 $. Ils survivent entièrement grâce au capital localisé de populations vieillissantes. Ils n'ont pas la liquidité financière pour offrir un salaire de 60 000 $, et encore moins des avantages de santé ou des cotisations de retraite à un jeune diplômé noyé sous les prêts fédéraux. Parce que les paroisses locales n'ont pas les moyens de se payer le produit et que les étudiants n'ont pas les moyens de payer la dette, le mécanisme se bloque. En conséquence, les dénominations sont de plus en plus contraintes à des manœuvres logistiques désespérées, dépouillant les congrégations saines de leurs dirigeants pour colmater les brèches des paroisses mourantes. Cela crée une instabilité en cascade sur l'ensemble du réseau. C'est la crise cachée masquée par les vitraux et les routines du dimanche. L'institution a été vidée de sa substance. Les hommes et les femmes qui gardent actuellement les lumières allumées foncent vers la retraite. Les séminaires construits pour les remplacer se consolident, vendant leurs actifs physiques et abandonnant leurs diplômes fondamentaux. Les rares jeunes dirigeants assez courageux pour entrer dans la machine sont instantanément écrasés par une matrice insurmontable de dettes étudiantes et de salaires sous le seuil de pauvreté. Les chiffres sont absolus. La chaîne d'approvisionnement s'est fracturée. Nous assistons à la liquidation silencieuse et hautement prévisible d'une infrastructure sociétale massive. Quand la génération actuelle se retirera enfin et que ce vaste réseau de bâtiments physiques exigera une nouvelle direction pour ouvrir les portes, qui restera-t-il exactement pour tourner la clé ?